Data Foot 2015. Merci d'être avec nous présents, aux spectateurs et aux personnes qui nous regardent sur fff.fr. On va demander aux derniers participants de s'asseoir. Donc on va faire une brève introduction. Je pense qu'à travers les diffusions de mails, vous avez compris la thématique du sujet. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas la FFF seule qui organise cet événement, mais on l'organise avec deux partenaires. D'une part, les étudiants d'HEC Alumni et d'autre part, nos collègues de l'incubateur de la ville de Paris, le Tremplin. Voilà. Donc Eric, peut-être la genèse de notre événement et de notre réunion ce soir. Oui, alors je précise, je ne suis plus un étudiant, un ancien, donc alumni. En fait, HEC Alumni a créé un club sport qui a pour vocation de fédérer toutes les forces des alumni dans le secteur économique du sport et toutes les activités. Et une des formes de notre fédération, c'est d'organiser des conférences où des experts peuvent se rencontrer et échanger leur expertise, leur savoir et avancer ensemble et peut-être générer des opportunités de développement. Et puis éventuellement trouver des opportunités de carrière pour certains qui auraient une vocation à s'engager plus fortement dans la filière sport. Et donc le sujet data dans le sport, c'est un sujet qu'on portait depuis presque un an. On a tenté de faire une conférence il y a un an, et puis on trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde, donc on l'a reporté, puis on a recommencé au mois d'avril, avec la Fédération française de tennis, et puis avec une équipe de cyclisme, la Française des Jeux. Et puis le calendrier du Tour de France cycliste, plus le calendrier de Roland-Garros, nous a empêché de l'organiser au printemps. Et du coup, Romuald voulait également organiser une conférence autour du data et du foot. Et on s'est dit que ça serait vraiment une très bonne idée de faire ça ensemble. Voilà. Et puis Benjamin Carlier, qui n'est pas là ce soir, à la tête du Tremplin, aussi tourné autour de ces sujets. Et puis il y a pas mal de sociétés qui sont incubées, qui sont également dans le data autour du sport. Et donc on a décidé de fédérer nos forces pour organiser ce bel événement ce soir. Voilà. Et donc je vous souhaite une bonne soirée. Oui, effectivement. Le Tremplin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première plateforme d'innovation dédiée au sport, donc de la ville de Paris, qui a pour ambition de réunir au sein d'une même structure les différents acteurs de l'écosystème, donc à savoir les startups du sport, les acteurs institutionnels et les grandes entreprises du secteur, afin de développer une culture de l'innovation et de répondre finalement à des problématiques sportives en apportant des solutions innovantes. Et donc au-delà de l'accompagnement et de l'hébergement de nos startups, nous sommes aussi en veille sur toutes les tendances du sport de demain et dont le data forcément en fait partie. Donc aujourd'hui, effectivement, la multiplication, l'utilisation des données qui sont générées par le sport revêt un intérêt majeur, en tout cas pour les différents acteurs du sport, et notamment les fédérations, que ce soit pour le sport qui se pratique ou le sport qui se regarde. Finalement, ces données changent nos habitudes de consommation, et c'est en tout cas la question qu'on a voulu aujourd'hui soulever ici à la fédération, qui est de réfléchir ensemble et de discuter sur toutes les possibilités offertes par la data dans le domaine du football. Voilà. Merci. Donc, on vous l'a raconté, la genèse, elle est là. Ce soir, vous êtes à peu près 40% de startups qui évoluent dans le secteur sportif. À peu près 30% qui sont comme nous, des fédérations, des clubs, des structures sportives. Mais il n'y a pas que du foot. Il y a du tennis qui est représenté, du golf. La Fédé Sport de glace est là. Le foot américain est là, vous le verrez. Le rugby est là. Ça va aussi du foot amateur au foot professionnel. On a des amis de clubs professionnels de Ligue 1 qui sont là, des amis de la LFP aussi qui sont là. Donc on a voulu aujourd'hui assurer une complémentarité entre des consommateurs, des clients potentiels que nous sommes, des fournisseurs que vous êtes, des solutions que vous nous proposez, et aussi une caution un peu d'universitaires, d'académiciens et de chercheurs, pour qu'au lieu de se voir à droite, à gauche, on se réunisse tous un moment et qu'on puisse avoir cette photographie de quelle est la situation aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller plus tard par rapport à l'utilisation de nos données. Donc on va être beaucoup sur l'interactivité. Je vais vous faire une brève présentation de l'outil qui a été mis à votre disposition pour augmenter cette interactivité. Donc, le programme, pour ceux qui n'ont pas pu télécharger l'application, sera dans un premier temps l'introduction que nous sommes en train de faire, une première table ronde sur la thématique de la data et de la performance, une petite pause de 10 minutes, une deuxième table ronde sur la mise en valeur des données,
et ensuite une conclusion, sachant que symboliquement, chacune des tables rondes durera 45 minutes, le temps d'une mi-temps. D'accord. Sur la présentation de l'application, alors désolé, je sais qu'il y en a qui utilisent des systèmes d'exploitation qui ne sont ni iOS ni Android. Pour les autres, on a mis en place une application pour augmenter l'interactivité durant le lieu. Donc, exceptionnellement, je vais vous le dire, n'éteignez pas vos téléphones. Il y a un Wi-Fi qui a été mis à votre disposition. Il s'appelle DataFoot 2015 et le mot de passe est DataFoot 2015. Ça vous permettra d'avoir un débit un peu mieux assuré. Sur cette application, vous avez un bandeau où il y aura plusieurs fonctionnalités. Vous retrouverez le programme, la biographie des intervenants et surtout la liste de tous les participants que vous êtes. Vous pourrez échanger vos cartes de visite et vous seront restituées à la fin de l'événement. Et pendant l'événement, on va vous poser des questions qui seront soumises au vote. Mais vous aussi pourrez poser des questions de deux manières, soit directement en levant la main, traditionnellement on vous donnera un micro, soit à travers l'application, vous pourrez décider de le faire de manière anonyme ou en mettant votre nom. Et pour nos amis qui nous suivent sur fff.fr, à travers les réseaux sociaux et notamment Twitter, on renverra les questions aux intervenants qui seront sur les tables rondes. D'accord ? Donc voici comment ça se présente. On va vous poser une question, vous aurez une liste de réponses possibles. À la fin de l'événement, on vous posera une question sur comment vous voyez le foot en 2030, en le résumant en un mot. Et de là apparaîtra un nuage de mots qui nous donnera une photographie très éphémère de l'état d'esprit dans lequel vous êtes à la fin du séminaire. Ça va ? Super. Bon, on va voir tout de suite. Donc, le hashtag pour nos amis des réseaux sociaux, DataFoot 2015, les codes Wi-Fi, vous les avez, ils sont simples à retenir. Avant, on va préparer la première question. Donc, si nos amis de la régie sont prêts, la question est, selon vous, les prochains projets d'utilisation de data doivent être prioritairement sur le football santé, la prévention de la blessure, la performance athlétique, la performance mentale, la récupération ou la gestion de la blessure. Donc on va tout de suite être dans l'interactivité. On va d'abord vous laisser 15 secondes pour voter. Et ensuite on verra vos réponses. Ça nous permettra de donner le tempo. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un peu plus de temps ? C'est bon ? La performance athlétique. Bon, je pense qu'on est sur le tempo. Je vais remercier Eric et Vincent pour leur présentation et je vais tout de suite vous demander d'accueillir Patrick Roult, qui sera le modérateur de la première table ronde. Patrick travaille à l'Institut national du sport et de l'expertise de la performance. Donc je pense que tu es tout à fait la personne idoine. Tu as une vision transversale sur l'ensemble de nos disciplines, pas uniquement le foot, et c'est ça qu'on va chercher. Le hasard fait que tu travailles à la direction de la performance et que tu chapeautes près de 200 personnes, notamment des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là. Qui sont là. Voilà. Certains. Donc merci, à toi la parole, et n'hésitez pas à poser vos questions, soit en levant la main, soit sur l'application. Merci à vous. Je vais d'abord inviter les personnes qui participent à cette première table ronde autour de data et performance. Et en premier lieu, le maître des lieux, puisqu'on est chez toi, François, monsieur François Blacard, qui est le directeur technique national de la Fédération française de football. Ensuite, je vais appeler un jeune start-upper, qui n'est plus si jeune que ça, parce qu'il n'en est pas à sa première start-up. Je vais appeler donc Emmanuel Delatour, qui est le co-créateur de l'entreprise McLeod. Frédéric Paquet, qui jusqu'à il y a très peu de temps était le patron du club de football de Lille, et qui aujourd'hui est un homme avec plein de nouveaux projets. Et j'ai vu qu'on parlait de prévention de la blessure. Il est, lui, aussi sur ces questions-là, avec ses nouveaux projets, on en parlera peut-être. Et enfin, je vais appeler Marc-Angelo Souma, journaliste, commentateur sportif, spécialiste du football américain en priorité, mais très grand connaisseur également du football
Qu'il appelle soccer peut-être lui, puisque... Non, qu'il appelle football. Bien. Et puisque on a commencé par François Blacard, puisqu'on est chez vous, François, je vous propose de commencer par nous dresser un petit état des lieux, peut-être, de ce que la Fédération française de football et sa direction technique nationale ont engagé avec les data depuis plusieurs années déjà, puisque si pour beaucoup de sports, l'analyse des data est assez récente, pour la maison football française, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps déjà. Oui, bonjour. Oui, ça existe depuis longtemps, mais avec beaucoup de tâtonnements. Faire part de l'objet de nos réflexions et éventuellement trouver des solutions, parce qu'on n'a pas toujours en face de nous les interlocuteurs compétents pour essayer d'avancer sur ces sujets-là, sachant que c'est très complexe. J'élargirai tout de suite le débat en disant qu'il y a 4 axes qui nous paraissent importants. C'est l'approche de l'individu, et j'y reviendrai parce que c'est quand même un axe essentiel, mais aussi l'approche du jeu, l'approche de l'entraînement, voire l'accompagnement de l'entraîneur, puisque ça fait partie aussi de toutes les banques de données qu'on essaye de développer. Alors je vais juste vous faire part un peu des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Notre gros souci, quand on énumère un petit peu les fonctions que l'on peut développer, ce que l'on attend de base de données, c'est de mieux détecter, de mieux accompagner, de mieux orienter, de mieux former, de mieux sélectionner, de mieux entraîner. Ça fait beaucoup. Donc ça va de la situation des individus, des caractéristiques des individus, jusqu'au jeu, et notamment l'analyse du jeu et l'optimisation de la performance au travers du jeu. Donc nous avons enclenché un certain nombre de travaux, et notamment actuellement, nous sommes en train de développer en fait un projet du suivi complet du joueur de football. Et pour résumer, je dirais de la première de ses détections dans le village ou dans le département où il est jusqu'à la fin de sa carrière. Voilà. On essaye d'ailleurs de faire la même chose pour les entraîneurs, puisque de leur première formation à la retraite, on essaye aussi de mettre en place une banque de données de façon à mieux les accompagner. Alors les effets sont multiples, mais juste pour exemple, chez nous, une génération d'âge, à peu près 80 000 joueurs, on essaye d'en observer 10 000 par an, par année d'âge, donc il faut multiplier par toutes les années concernées. Et on essaye surtout d'avoir une base de données très forte sur 1000 joueurs. Parce qu'on estime que c'est dans ces 1000 joueurs que seront les 80 futurs professionnels, voire les 3 joueurs de l'équipe de France qui seront issus de cette génération. Il faut bien voir un petit peu les chiffres que ça peut représenter, les écarts. L'entonnoir est redoutable quand même. L'entonnoir est redoutable, voilà. Donc à partir de là, on doit avoir, ça va de 13 ans, c'est l'âge où on commence réellement le travail de détection et d'orientation vers le haut niveau, jusqu'à la fin d'une carrière, quelle qu'elle soit, internationale ou professionnelle. Donc ça implique la détection, les filières, qui sont nombreuses, toute une organisation, tous les sports ont à peu près les mêmes principes, pas forcément les mêmes méthodes, les clubs, les sélections, et d'avoir un suivi complet. On est à peu près aujourd'hui sur une base de 150 indicateurs différents sur un joueur. Donc dès le départ, que l'on fait évoluer, bien entendu, au gré de ces changements de statut. Donc ça va intéresser l'individu, évidemment, ses origines, son intensité, son identité, sa scolarité, un peu son contexte de base, si vous voulez. Ça va impliquer toute l'idée du parcours. Donc on part du parcours du joueur de haut niveau. C'est un parcours, bien entendu, qui fonctionne par étapes, éventuellement par différents programmes. L'essentiel, puisqu'on va être dans le domaine plus scientifique, c'est toutes les aptitudes. Donc ils vont comprendre les aptitudes, bien entendu, motrices, tout ce qui est du domaine athlétique. Beaucoup aujourd'hui, j'ai vu ça a été cité, et, j'ai vu tout à l'heure le pourcentage, tout ce qui est lié à l'aspect physique n'est pas le plus important. C'est pas que ce soit pas le plus important, c'est ce qu'on maîtrise le mieux historiquement, parce que c'est ce qu'on peut partager avec tous les sports, donc c'est peut-être le plus facile. On travaille énormément sur les aptitudes mentales aujourd'hui, donc c'est important, j'y reviendrai peut-être. Tout ce qui est lié évidemment aux aptitudes, aux habiletés techniques, c'est important, et puis tout ce qui est lié au jeu et à la tactique. Donc, à savoir l'intelligence de jeu et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça peut s'évaluer. C'est ce qu'on essaye de faire, et on essaye d'avoir des bases de données très fortes. Ensuite, on va amener la notion de statut, puisque les joueurs partent d'un niveau très amateur à un niveau très professionnel, avec leur accompagnement, les clubs, les temps de jeu, les niveaux, toutes les analyses liées aux statistiques de présence, si vous voulez. Et puis après, bien entendu, toutes les analyses liées au jeu.
qui vont aller sur les comportements, les performances du joueur dans le jeu, les aptitudes au jeu, les relations, ainsi de suite. On en parlait tout à l'heure, le foot étant un sport, le seul sport collectif totalement basé sur la réactivité, la créativité et complètement interpénétré, à la différence de bon nombre de sports co qui sont plus des sports de face à face, si vous voulez. Donc ça change aussi un petit peu la donne. Voilà, avec des axes de performance, mais aussi des obligations de moduler. Je prends un exemple. On travaille sur les 13-17 ans. On a un ou deux problèmes très forts dans le cadre de la détection et du début de la formation. C'est que vous avez des joueurs qui sont à des niveaux morphologiques complètement différents, c'est-à-dire des âges chronologiques identiques, mais des âges biologiques complètement différents. Donc on est obligé d'apprécier. Et dans les indicateurs, on est obligé de mettre des coefficients, par exemple, par rapport à l'état immédiat physiologique du joueur, morphologique plutôt. Et puis aussi, il y a des autres choses à prendre en compte, c'est les acquisitions. Ça veut dire qu'à 13 ans, vous avez des joueurs qui ont déjà un vrai passé de footballeur, donc qui ont eu la chance, par leur rencontre ou leur structure, de connaître beaucoup de choses. Et puis vous avez des joueurs qui sont complètement vierges de tout apprentissage, mais qui ont probablement quelquefois des potentiels supérieurs. Donc nous, notre idée étant de détecter les meilleurs et de mieux les accompagner, vous imaginez tout ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de banque de données, si vous voulez, pour être le plus objectif possible et d'optimiser d'abord la détection, puis après de travailler avec les potentiels. Voilà, donc c'était un peu ça. Je voulais revenir sur la sélection nationale. Paradoxalement, quand on parle de la sélection nationale, c'est probablement la structure qui a le moins besoin de banques de données. Pourquoi? Parce que d'abord, elle ne s'entraîne pas. L'essentiel se fait en club. Donc là, les banques de données en club sont importantes. Donc la sélection, c'est l'effet d'un moment. Simplement, on prend des joueurs, donc on va maîtriser leur état de forme. On va éventuellement adapter les programmes en fonction de leur état de forme, mais on va être surtout exclusivement en termes de données dans ce qui est l'observation du jeu, l'analyse du jeu et les stratégies qui vont être liées à l'obtention d'un résultat, à un match particulier. Mais paradoxalement, la sélection, en football, puisque c'est un des seuls sports où on ne se prépare pratiquement pas. Il y a des sports où ils ont 2 mois de préparation, 3 mois de préparation, ce qui est peut-être plus important. Mais nous, le joueur, l'important, c'est de maîtriser son état de forme et de le mettre opérationnel le plus vite possible pour avoir la performance immédiate. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de connaître toute l'histoire du joueur. Là, donc ça revient à ce que j'ai dit en amont. Oui, et donc, si cette collecte de data est importante, elle est importante dans la vie et dans la formation du footballeur, du jeune footballeur jusqu'à un moment donné, évidemment, toute cette collecte sur le terrain, ce qui se passe à l'entraînement, ce qui se passe en compétition, prend une valeur extrêmement particulière. Et c'est là, Emmanuel Delatour, que vous nous apportez éventuellement des outils qui vont nous permettre de collecter ces datas. Dans le panel de l'ensemble des outils qui existent, puisque le marché est maintenant relativement structuré, qu'il y a beaucoup de choses, qu'est-ce que vous, start-up française, amenez comme nouveauté et comme singularité qui permet de faire la différence pour les équipes qui choisissent vos produits? Alors, donc rapidement, je vais replacer ce qu'on fait, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas McLeod. Donc nous, on est une start-up effectivement française, créée en 2013, donc on a un peu plus de 2 ans. Et on a 2 produits sur le marché. On a un produit qui est un capteur qui se porte dans le dos des joueurs. Donc on a pu prendre l'habitude de voir, par exemple, dans le rugby. Dans le football, ça vient tout juste d'être autorisé en match, donc on commence à voir ça porté sur les joueurs. Et voilà. Et donc ces capteurs qui sont portés en match et en entraînement permettent d'optimiser la préparation physique. Et voilà, on parle de risque de blessure. On peut avoir des données sur les joueurs. J'y reviendrai par la suite. Et on a un deuxième produit qui est plus sur du testing. Donc là, c'est pouvoir évaluer rapidement les performances physiques, par exemple, d'un jeune dans un centre d'entraînement. Voilà. Qu'est-ce qu'on apporte nous, start-up française, je pense que la question elle est légitime. Donc, c'est ce type d'outils, donc ces capteurs qui se mettent dans le dos. Il y a 4 entreprises dans le monde qui font ça. Un Australien, un Américain et un Irlandais. Et nous. Donc nous, ce qu'on apporte, déjà, c'est un savoir-faire mathématique. Mon associé, qui n'est pas là, est chercheur en maths de formation. Et donc on a apporté, via des modèles mathématiques, on améliore la précision
de nos mesures. Donc on connaît, on a le GPS qui va nous donner schématiquement des bonnes informations sur les grands déplacements. On a de l'accélérométrie qui va nous donner des bonnes informations sur les petits déplacements. Et on a des modèles mathématiques qui nous disent, voilà, un joueur, il est capable de courir à telle vitesse, de tourner à telle vitesse. Donc on a un modèle qui nous permet d'être très précis ensuite sur les mesures. Donc nos concurrents qui sont plutôt du monde de l'électronique n'ont pas fait cette démarche-là. La deuxième chose, c'est qu'on on a courageusement choisi d'aller aussi sur la physiologie. Donc en fait, nos capteurs, on les intègre dans un maillot qui est e-textile, donc du textile intelligent, et dans lequel on vient coudre des électrodes qui sont donc avec des fils d'argent qui sont tissés directement dans le maillot et qui vont permettre de mesurer en même temps que les déplacements, les battements du cœur, la respiration et voilà, des éléments physiologiques. Donc on a 2 ans, on a lancé notre produit il y a 6 mois. On est assez fiers de pouvoir dire qu'aujourd'hui on est leader français sur le foot et le rugby. Voilà, et on a bien sûr d'autres choses à apporter. Voilà. Et donc sur la fonctionnalité des produits, de nous ce qu'on voit en club, donc il faut savoir que les sportifs, en fait, la plupart du temps, ils sont à l'entraînement. Le sportif, son quotidien, c'est l'entraînement. Et à l'entraînement, il faut quelque chose contre lequel se battre. Les sportifs, c'est des battants. Et donc, pour ça, il y a besoin d'avoir une donnée objective qui va évaluer une performance qui tombe à la fin de chaque journée et qui va permettre aux joueurs de se battre contre quelque chose. Et la deuxième chose, c'est la prévention de la blessure. Donc, en fait, avec un exemple que je vais donner, avec notre capteur qui est positionné dans le dos, on est capable de mesurer les temps d'appui au sol et la poussée sur chaque appui quand un joueur court. Et on a par exemple un indicateur de blessure qui est un déséquilibre entre les appuis. Donc là-dessus, on a une petite anecdote marrante. Un jour, il y a un client qui nous a appelé, qui nous a dit « Je crois qu'il y a un bug dans votre logiciel ». Alors nous, très humblement, on a dit bah, « Sûrement qu'il y a un bug ». Et donc on a récupéré les données donc du préparateur physique. On a analysé et on lui a dit « Écoutez, voilà les courbes. Et nous, on pense qu'il y a vraiment un déséquilibre sur ce joueur ». Et le joueur, le lendemain, était arrêté. Il allait voir le kiné suite à cette alerte. Et effectivement, il y avait un problème qui couvait. Donc voilà, il y a quelque chose à faire sur la détection de la blessure qui est très importante. Merci. Dans les clubs, Frédéric, et notamment à Lille, est-ce que, comme le disait François tout à l'heure, ces bases de données d'analyse de la performance des joueurs sont très utilisées? Comment est-ce que vous avez implanté ça à Lille, par exemple? La gestion de l'analyse de données est quelque chose qui en club est plutôt récente et plutôt comment dirais-je, mal maîtrisée. Simplement parce qu'en fait les entraîneurs, parce que les joueurs ne sont pas encore vraiment habitués, c'est-à-dire que c'est assez récent en fait la notion de collecte de données. La plus ancienne, on en parlait, c'était Amisco au niveau des images, mais tout ce qui est données physiques à travers les GPS, c'est très récent, ça a 4-5 ans. Donc on a affaire à des générations d'entraîneurs et de joueurs qui ne sont pas vraiment habitués à ça. Nous, il y a 10 ans, lorsqu'on est arrivé au centre de formation, on a, de par l'expérience foot américain, j'ai souhaité développer cette notion de l'analyse vidéo pour l'entraînement, pour comprendre ce qui se passait, etc. Il a fallu quasiment 3 ans pour développer un département vidéo. J'ai créé un département de la performance il y a 6 ans maintenant. Il a fallu 3 ans pour que effectivement ce soit quelque chose qui soit acquis au sein des clubs, parce que il y avait un frein au changement énorme, parce que de façon culturelle, ça n'était pas quelque chose qui existait. Donc on commence tout doucement effectivement dans les clubs, alors pas dans tous les clubs, mais dans certains clubs effectivement à avoir cette arrivée de data. La concrétisation la plus claire, c'est effectivement la collecte
Donc, soit des GPS, Amisco est très répandu, ou Prozone est très répandu dans quasiment tous les clubs de foot. La question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Et là, il y a un grand chemin à faire, à la fois de la part de des entreprises qui apportent les données. J'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, Amisco, pendant longtemps, était en capacité à sortir 100 pages de données à la fin de chaque match le lundi matin, et l'entraîneur, il arrivait et il prenait 2 pages, quoi. Et les 98, elles passaient à la poubelle parce qu'en fait, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc on est dans une phase, et je pense qu'elle n'est pas encore finie, de surabondance de données, et en fait, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc on est dans une éducation aujourd'hui où je pense que les générations d'entraîneurs, de joueurs vont commencer tout doucement à devoir se poser la question de quelles données j'ai besoin et pourquoi faire. Donc c'est ce qui va arriver, et voilà. Et ça va permettre là où la donnée est importante, c'est de mieux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans du sport de haut niveau, que ce soit du football, de n'importe quel sport, et je pense que le meilleur exemple, en tout cas celui qui est le plus parlant pour moi, c'est celui que je reprends à chaque fois, c'est la Formule 1. C'est-à-dire que pour comprendre la différence de ce qu'est le haut niveau et de ce que demande la connaissance en fait, du haut niveau, comparer la voiture que vous avez, tout un chacun, et comparer une Formule 1, ça a bien 4 roues et un volant, et par contre, c'est 2 choses différentes. Voilà, c'est 2 mondes complètement différents. Et le sport de haut niveau, ça n'a rien à voir avec le sport amateur. En termes de performance, il faut pousser la connaissance à l'extrême de ce qui se passe. Après, une fois qu'on a les données, vient le temps de l'analyse, et je pense qu'il va y avoir un temps où il va falloir avoir des analyseurs, des analystes qui seront aussi performants que les données qu'on va collecter, parce que la donnée sans analyse ne sert absolument à rien. Vous avez évoqué votre passé dans le football américain. C'est une vraie culture, la data dans le football américain, depuis très longtemps. Et je vais passer la parole rapidement à Marcangelo. Vous qui connaissez bien le foot américain, est-ce que vous voyez l'évolution de l'introduction de cette captation de données dans le football et dans les sports européens, les sports collectifs européens? Est-ce que vous voyez ça comme l'évolution qu'il y a eu aux États-Unis dans le foot américain à une époque? Et est-ce que vous pensez qu'on va se rapprocher à terme de cette pratique américaine, du presque tout data finalement, et de staff pléthorique qui passent leur temps à analyser? Alors, comme vous l'avez dit, au football américain, c'est totalement intégré, c'est historique. Depuis tout temps, on a cherché à quantifier la performance afin d'évaluer les joueurs, mais aussi de pouvoir s'adapter stratégiquement. Et on est allé, pour cela, j'ai une petite vidéo qui montre, alors si on pouvait la lancer, une petite vidéo qui montre un jeu, le dernier jeu du Super Bowl, du dernier Super Bowl. On est le 1er février 2015. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Merci. Tu peux la remettre juste au début? Alors, ici, vous avez le match donc, du Super Bowl. Il reste 26 secondes, on est juste à 1 yard de la zone de l'en-but. Et ce jeu-là a été qualifié comme l'un des plus grands jeux du Super Bowl, mais personne n'a vu en fait l'impact que la donnée et l'analyse des données ont eu sur ce jeu. Dans le backfield, excusez-moi, je corrige. Là, quand Seattle s'aligne ainsi, tout entraîneur sait que là, à 60% du temps, ils vont lancer la balle. C'est les Bleus, excusez-moi, c'est les Bleus. 60%, parce que dans le staff des Blancs, il y a un homme qui s'appelle Ernie Adams. Et son rôle, c'est de regarder tous les matchs de tous les adversaires et de dessiner des croquis. Croquis qu'il donne à l'entraîneur, et l'entraîneur, dans toutes ces périodes d'entraînement, réserve une période pour jouer contre les jeux de l'adversaire. Ce qui fait que quand les Blancs ont vu les Bleus s'aligner dans cette formation, tout le monde sur le staff savait exactement ce qui allait se jouer. Et en particulier, les deux hommes qui sont en bas. Et le premier, le numéro 39, Brandon Browner, dit à son coéquipier, qui est un joueur de première année, « Je vais geler mon gars sur la ligne et toi, tu fonces. » Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Brandon Browner était positionné ici pour une raison. Ce joueur est un des joueurs les plus agressifs de la Ligue. Il a le plus de pénalités dans toute la Ligue. Et ça, c'est quelque chose que les entraîneurs de New England ont tout à fait identifié et ils l'ont placé à cet endroit justement pour ça, pour être agressif. Ce qui fait que quand le jeu commence, non seulement il sait exactement ce qu'il avait à faire, il sait exactement ce que les autres vont faire, il gèle son joueur, Malcolm Butler fonce, intercepte et gagne le Super Bowl. Tout le monde a dit c'est de la chance. Chez nous, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. L'équipe des Patriots s'était préparée pendant toute la semaine en analysant exactement les schémas de jeu, les stratégies, les caractéristiques de chaque joueur, en considérant que si nous savons tout ça avant eux, eh ben nous avons une chance de gagner. Ce qui fait que les Patriots sont champions. Et malheureusement, Seattle, qui n'a pas profité du joueur qui était dans le champ arrière et qui s'appelle Marshawn Lynch, qui est tellement puissant qu'on l'appelle Beast Mode, en mode bestial, et qu'ils ne l'ont pas utilisé sur cette situation qui s'y collait. Tu peux le rejouer. Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Ça va très vite quand même. Ça va très vite. Est-ce que vous avez bien vu? Non. Laisse-le rouler, il y a un détail après, il y a un ralenti. Unreal. Malcolm Butler, who almost made the phenomenal play that wound up in Percy's arms. There are flags on the field for a celebration. Amazing. Butler, et là, vous allez voir, il y a le premier joueur, le 39, qui va geler son joueur sur la ligne. Et Malcolm Butler qui fonce. Aucune hésitation, il fonce. Pour une raison, il sait exactement ce qui va se passer. Ils l'ont travaillé à l'entraînement pendant des heures et des heures. Parce que tous les jeux de l'équipe adverse ont été mis sur croquis, ont été donnés aux entraîneurs. Et pire, les joueurs, à chaque fin d'entraînement, rentrent avec leur iPad. Et sur leur iPad, les entraîneurs ont mis tous les jeux de l'équipe adverse. Et ils leur disent, tu vas regarder ça et tu vas le répéter, le répéter, le répéter. On prend des reps mentales et on prend des reps physiques. Ce jeu n'a rien à voir avec la chance. Ce jeu, c'est une parfaite préparation de l'entraîneur. On aura remarqué quand même que, comme le disait François Blacquer tout à l'heure, ça n'est pas un jeu d'interpénétration, mais bien un jeu d'opposition face à face, et que ça facilite effectivement l'acquisition de données, puisqu'on part systématiquement de phases statiques et de phases d'opposition frontale. Et il n'y a pas d'interpénétration, il y a finalement assez peu de création, même si les choses sont systématiquement répétées et que parfois il y a des choses qui surviennent qui ne sont pas nécessairement répétées. Mais l'intérêt pour les datas dans le football, et là je m'adresse à la fois à Frédéric et à la fois à François, est-ce qu'il vient plutôt de la pression extérieure ou est-ce qu'il vient plutôt des entraîneurs qui demandent à avoir plus de connaissances sur le jeu? Et je poserai ensuite la question à notre camarade qui produit de la data. Lorsqu'il discute avec les entraîneurs, est-ce que c'est avec les entraîneurs ou est-ce que c'est avec les spécialistes de data dans les clubs qu'ils discutent? François. Oui, d'abord, moi je rejoins ce que disait Fred, c'est l'utilisation que l'on en fait qui est importante, donc l'analyse est capitale. C'est vrai que recevoir des tonnes de documents sur l'observation de match, aujourd'hui on les a. Alors c'est vrai qu'on est probablement un peu moins stratégique que peuvent l'être des sports comme le football américain. Il n'empêche que de toute façon, on a besoin de données. Elles sont peut-être un peu différentes. Elles vont être plus liées aux orientations, au cheminement du jeu, ainsi de suite. Voilà, la manière dont se situe une équipe et tout. Mais de toute façon, ça a la même importance. Ça a la même importance. Peut-être pas une utilisation aussi prononcée, mais ça a la même importance. Après, ce que disait Fred est très juste, mais il faut se replacer dans le contexte français. Il y a peu d'années, quand on disait à un entraîneur, tu vas avoir un adjoint, le président ne voulait pas payer parce qu'il trouvait que ça faisait trop cher. Quand vous dites à un président, 2 ans après, il faut un préparateur athlétique, il ne comprend pas pourquoi. Oui, il faut des préparateurs mentaux, il ne comprend pas pourquoi. Alors aujourd'hui, vous êtes à lui demander des analystes ou des gens comme ça, il ne va pas comprendre pourquoi. C'est dommage. Ça veut dire qu'en fait, c'est un investissement.
pour moi, je suis très très convaincu, à la fédération, si on prend le programme d'équipe de France, ça fait 20 ans, je crois que c'est ici de toute façon que se sont lancés les premiers outils d'observation. Moi, je les ai connus, ça se faisait à la cassette musicale à l'époque. C'est un ami à moi qui avait lancé ça, et je me souviens avoir travaillé avec lui sur le sujet. Ça fait plus de 20 ans, ça fait 30 ans, et c'était très artisanal, mais c'était la même chose. C'est-à-dire, on analysait déjà les orientations, les stats, les zones de fréquentation, où se situaient les duels, ainsi de suite. Donc on savait faire ça. Donc je crois que l'idée, c'est de convaincre dans le sport français, et particulièrement au football, qu'il faut investir, qu'aujourd'hui les enjeux sont très 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 importants, et les présidents nous disent toujours que les enjeux économiques sont importants, mais l'enjeu économique, il dépend quand même beaucoup de la performance, et qu'il faut se donner les moyens de la performance. Donc on en est très très convaincus. Alors ce qui se passe dans les clubs, c'est pas le problème de la fédération. Nous, on amène au club éventuellement les idées, on les aide d'ailleurs en plus à se former. C'est vrai que pendant longtemps, les entraîneurs étaient frileux. Je ne pense pas que les nouvelles générations d'entraîneurs le soient, mais c'est vrai que ce sont les moyens qu'on donne aussi au staff et au club de pouvoir rendre ces outils opérationnels. Ça me semble capital. Et aujourd'hui, il suffit d'aller voir au PSG l'équipe qu'il y a au PSG en termes d'analyse, d'outils et tout, pour montrer qu'eux, ils sont au niveau des grands clubs européens. Mais je ne suis pas sûr que le club qui est 18e dans le championnat de France ait les moyens de faire ça. Mais avec des petits moyens, on peut faire beaucoup de choses aussi. C'est vrai que j'ai oublié effectivement une catégorie tout à l'heure, quand je parlais d'entraîneurs et de joueurs. Il y a une grande catégorie qui comprend pas trop ce qui se passe. Ce sont les dirigeants généralement, les propriétaires de clubs. Parce qu'effectivement, le haut niveau coûte cher. Donc c'est toujours un sujet un peu difficile à aborder, parce que tout le monde pense que dans le foot, il y a trop d'argent. Mais dans le sport de haut niveau, pour pouvoir faire du haut niveau, il faut beaucoup de moyens. Parce que ça coûte très cher, parce qu'il faut pouvoir avoir les meilleures installations, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs staffs, les meilleurs joueurs, etc., etc. Mais si on veut rentabiliser effectivement cette performance, à partir du moment où on a pris des joueurs professionnels, des entraîneurs professionnels, etc., il faut comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que, et c'est là où les dirigeants devraient être moteurs, parce qu'effectivement, ils devraient avoir, je dirais, la raison de dire, je ne peux pas laisser entre les mains de mon entraîneur juste le fait que le jeu se passe. Moi, en tant qu'employeur, en tant que responsable économique, etc., j'aimerais aussi bien comprendre. En tout cas, j'aimerais être sûr que les gens qui travaillent comprennent. Et c'est pour ça que ça devient important. Et par contre, il faut leur donner les moyens. Donc, il faut leur donner les moyens de pouvoir prendre de l'analyse, prendre de la donnée et faire de l'analyse de ces données-là. Parce qu'il est important de comprendre. Je prends un exemple. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, quand j'ai repris la direction du centre de formation, chaque semaine, les recruteurs ou les superviseurs venaient et ils avaient trouvé la merveille du monde. Voilà, chaque semaine. Putain, alors, première semaine, tu dis, j'ai la meilleure merveille du monde. Super. La semaine d'après, une nouvelle merveille du monde. Et ah bon, c'est super. Et la semaine suivante, etc. Et à un moment donné, il faut qu'on se pose. Il dit, attends, on s'est posé, il dit, on ne peut pas avoir une nouvelle merveille chaque semaine. Statistiquement, ça n'est pas possible. Admettons que vous travaillez super bien, ça n'est pas possible. Donc il a fallu reconstruire complètement des référentiels d'évaluation, des référentiels de suivi sur la durée, pour pouvoir comprendre, savoir ce qu'on recherchait, vérifier si ce qu'on recherchait était trouvé, etc. Ça commençait par ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on partait de zéro, parce qu'en fait, la notion d'évaluation, la notion de critères d'évaluation, de critères de sélection, était en fait empirique. C'est-à-dire, c'est au pif, à l'expérience, ce qui parfois était... Et ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas bon. Mais par contre, ça voulait dire qu'on n'avait aucun suivi sur l'évolution. Et donc, effectivement, chaque semaine, on avait une nouvelle merveille du monde. Donc, il y a un travail essentiel. Il y avait un travail essentiel qui aujourd'hui est construit, d'avoir des référentiels, de les construire, d'avoir un suivi. C'est pas ça que ça commence. Mais ça demande effectivement de savoir ce qu'on recherche. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait, il est important de savoir ce dont on a besoin. Tout le monde n'ayant pas forcément besoin de la même chose, mais il est important que chaque structure sache ce dont elle a besoin pour savoir aller le chercher, le récupérer, l'analyser, l'archiver et pouvoir l'utiliser en permanence, parce que c'est pareil, une donnée, si elle est utilisée qu'une seule fois, elle ne sert à rien. Donc il y a une vraie culture à mettre en place qui part et qui commence effectivement par les moyens qu'on se donne pour pouvoir le faire. Merci. Emmanuel, justement, est-ce que vos clients savent ce qu'ils veulent quand ils vous achètent des outils ? Et est-ce que vous avez vu évoluer la façon dont ils utilisaient les données et comment ils utilisent les données pour améliorer leur performance ?
Alors, est-ce que les clients savent ce qu'ils veulent? Alors, la plupart du temps, oui, vraiment oui. Souvent, on remplace des systèmes concurrents, en fait, et donc le club a l'habitude et a déjà intégré, en fait, la gestion de la collecte de données dans le quotidien. Après, je vais rejoindre ce qui a été dit avant moi. On n'est qu'au début, en termes de staffing et en termes de compétences internes dans les clubs, de ce à quoi ça va ressembler dans 10 ans. Très humblement, il faut savoir regarder les autres secteurs que le sport, dans lesquels il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur le big data, sur l'analyse en permanence de la performance de ces actifs. Dans le sport professionnel, il y a une disproportion entre les salaires des joueurs, qui, on va dire, c'est la machine sur laquelle on parie, et le staff qui va être autour, et les outils du staff qui va être autour, qui vont essayer d'optimiser la performance de ces joueurs. Et on voit bien des exemples de joueurs qui vont faire un succès incroyable dans un club, et puis ensuite ils vont être transférés, et ils vont plus rien faire dans un autre club. La gestion du joueur, elle a un impact très fort, et qui, je trouve personnellement, est sous-estimé aujourd'hui. Donc les clients savent ce qu'ils veulent, et sur les 2 ans depuis qu'on est sur le marché, on voit les clubs évoluer. Donc souvent, alors notre premier interlocuteur, ça va être le préparateur physique, puisque nos capteurs donnent avant tout des données physiques. Et souvent, à l'utilisation, donc ça demande quand même un petit peu il faut équiper les joueurs le matin, il faut effectivement regarder les données, sinon ça ne sert à rien. Souvent, il y a un assistant, assistant au préparateur physique, qui va s'occuper de ces systèmes. Et dans certains clubs, il commence à y avoir des analystes vraiment qui ont des formations plutôt scientifiques, soit en physiologie du sport, soit carrément des formations généralistes d'ingénieurs, etc. Et donc on est en train de voir les clubs se staffer et mener des réflexions en interne sur la statistique. Et au niveau donc ça c'est nos interlocuteurs au quotidien, c'est le préparateur physique et l'analyste. Et après le coach, souvent quand même, vient s'intéresser. Alors il y en a qui sont plus réfractaires que d'autres. Mais ne serait-ce que pour un outil de management. Par exemple, chez nos partenaires dans le rugby, donc le Racing, à la fin de chaque match, il y a les stats physiques qui sont affichés dans le salon des joueurs. Et donc le joueur qui s'est caché un peu, qui n'a pas forcément beaucoup de données sur le terrain, et ben, c'est visible de tout le monde. Donc c'est un outil aussi de management du joueur. J'avais cru comprendre qu'aux États-Unis, les footballeurs américains étaient payés à la semaine et qu'à la fin de la semaine, ils passaient chez l'entraîneur et qu'on leur présentait les stats et que certains n'étaient pas réembauchés pour la semaine suivante et qu'il fallait qu'ils fassent leurs preuves à l'entraînement. Est-ce que vous confirmez? Alors, dans les clubs, en effet, les contrats ne sont pas garantis. Ce qui fait que si à un moment l'entraîneur n'aime pas votre tête, il peut vous croiser dans le vestiaire et vous dire « bon, tu dégages ». Ce qui garantit un peu les joueurs, c'est la somme qu'on vous donne au bonus à la signature. Si on m'a donné 16 millions de dollars il y a 10 minutes, on ne va certainement pas me virer. Donc ça, c'est bon. Mais pour la fin du roster, en effet, on regarde un peu les statistiques, on regarde si tu produis, mais on regarde surtout ce qu'on fait à l'entraînement. Ce qui fait qu'il y a aussi des statistiques qui sont sorties à l'entraînement. On filme nos entraînements. Toutes ces données, tant statistiques, mais aussi vidéo, sont analysées tous les jours. Et de cette analyse, on fait une évaluation du joueur. Et des fois, il peut arriver que le joueur qu'on ait signé il y a 2-3 jours, eh ben, on lui dise au revoir. Finalement, pour moi qui était un grand spectateur du foot il y a 30 ans ou 40 ans, je voyais des équipes avec des staffs pas très fournis. Je me souviens de M. Boulogne qui venait faire ses stages à Saint-Malo. Et il y avait 4-5 personnes dans le staff et une vingtaine de joueurs. Maintenant, il y a presque plus de staff que de joueurs dans les équipes. Au final, c'est peut-être la formation qui est la clé de la réussite de l'introduction des data dans le football et dans le sport français en général. François. Enfin, on a évoqué un petit peu les contraintes aussi, y compris le fait de convaincre les dirigeants d'investir, hein, puisque Fred l'a bien dit, c'est de l'investissement. Et par rapport aux enjeux, je pense que c'est beaucoup plus sensible au niveau des clubs que de la fédération, parce que chez nous, les sélections, c'est simplement des équipes d'un moment sur lesquelles on n'a pas d'effet très fort.
hein. Donc le sélectionneur, il prend les joueurs à un moment donné, l'état de forme, et puis il gère, il essaye d'être performant. C'est beaucoup plus sensible en club, et c'est là que se construisent les joueurs, y compris les jeunes joueurs, hein. On évoquait ça. Donc aujourd'hui, il n'est pas impensable que les staffs vont s'étoffer. Certains grands clubs français ont déjà des staffs à 15-20 personnes. Ça existe. Par contre, d'autres sont extrêmement démunis. Encore faut-il convaincre ceux qui décident que quelquefois, surstaffer un peu les équipes, c'est plus important que de se payer un 21e joueur dans une équipe professionnelle. Donc c'est un choix. Pour terminer, on va faire un petit tour de table sur la prospective et ce que l'on voit arriver. On a vu récemment un certain nombre de concentrations chez les grands acteurs. Stat a racheté Prozona Misco, Dell a racheté Sportstech par exemple. On a l'AIS en Australie finance un gros programme de recherche d'analyse vidéo de la charge impactée à l'adversaire sur le temps de match. Nous-mêmes à l'INSEP, nous travaillons avec l'IRMES et une grande société française sur comment indexer des très grandes bases de données de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de lignes pour pouvoir générer des outils d'aide à la décision en temps réel, bases de données qui se mettent à jour en temps réel aussi avec les actions de match. Je me tourne vers Frédéric, vous n'êtes plus en charge de club, mais qu'est-ce qu'il vous a manqué quand vous étiez en charge de club comme données? Qu'est-ce qu'il vous a manqué comme outil que vous aimeriez voir arriver pour performer? Très concrètement, moi, l'une des questions que j'avais posées au directeur de la performance, c'était il y a 6 ans, et c'était de lui demander s'il était en capacité à anticiper ou en tout cas à évaluer le risque de blessure des joueurs. Parce que quel que soit le salaire d'un joueur, celui qui coûte le plus cher, c'est celui qui ne joue pas. À la fois sportivement, parce qu'il n'est pas sur le terrain, et puis financièrement, parce que vous ne jouez pas. Donc c'est quelque chose qu'on a créé, puisqu'on a créé effectivement un logiciel, un algorithme qui vise à la prévention des blessures. Ça, c'est quelque chose d'important. François le disait tout à l'heure, je pense que sur la partie physique, c'est quelque chose qui est plutôt maîtrisé. Et dernièrement, donc c'était maîtrisé plutôt empiriquement à l'époque par les préparateurs physiques. Depuis 4-5 ans, avec l'arrivée de toutes les technologies, maintenant c'est du concret et ça va être c'est matérialisé avec des algorithmes, des logiciels, etc. Je pense que la prévention des blessures va être quelque chose qui pour moi est fondamental. En tout cas, c'est tout le retour qu'on a de tous les clubs, parce que c'est un enjeu économique et sportif essentiel. Après, on en est qu'au balbutiement, donc je pense qu'après, c'est les clubs eux-mêmes et c'est les techniciens eux-mêmes qui vont proprement au football. Parce que Marco tout à l'heure le disait, dans les sports américains, la data, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit physique, etc., c'est tellement culturel qu'ils ont développé eux-mêmes leurs besoins et qu'ils ont pu aller chercher toujours plus loin. Et dans le foot, qui est, à mon avis, aujourd'hui au démarrage, je pense que les gens ne savent même pas ce dont ils vont avoir besoin dans les 10 ans à venir, parce qu'en fait, ils sont en train de démarrer à apprendre ce que c'est que recevoir la data, analyser la data, comprendre comment ils vont pouvoir l'utiliser. Donc on en est qu'au balbutiement. Ce qui est sûr, c'est que, j'en suis sûr, c'est qu'effectivement, la prochaine étape sera la gestion des blessures. Après, Emmanuel en parlait tout à l'heure, je pense qu'effectivement la notion de la compréhension tactique, alors on rejoint un peu le foot américain, sur la notion de schéma, etc., de pouvoir mieux connaître et mieux cerner ce que fait l'adversaire de façon très concrète et de façon là aussi sur la durée. Je pense que ça sera un enjeu qui va se développer. Et alors ce qui est intéressant pour la performance, c'est que c'est toujours pareil, c'est que plus vous montez, quand il y a un qui commence à monter le degré d'exigence, forcément les autres pour se mettre au niveau, ils vont le monter, et donc on va arriver sur quelque chose où à X années, tout dépendra de l'investissement que les gens vont mettre dedans, on va commencer à avoir quelque chose de très performant, mais je dirais qu'aujourd'hui, je pense que les gens du football aujourd'hui n'ont pas d'idée de ce que personne ne sait ce dont ils auront besoin ou ce qu'ils feront dans 10 ans avec de la data, parce que c'est le démarrage aujourd'hui pour l'instant de l'apprentissage à haut niveau. On ne sait répondre qu'aux questions qu'on est capable de se poser. Exactement. Romuald, des questions peut-être? Tout à fait, merci Patrick, merci messieurs. Les questions commencent déjà à tourner, vous les voyez à l'écran. J'aimerais donner la parole à la salle et je cherche Cédric Mango, le CEO de la société PIC, il est là-bas, au fond de la salle. Qui a lancé déjà dans le golf et dans le tennis un capteur multisport. Selon vous, puisqu'on est sur l'échange et le partage et un peu la comparaison avec d'autres disciplines, comment vos métriques développées chez Pix pourraient être utilisées dans le football par rapport à ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant?
Alors, je pense qu'a priori, les capteurs qui sont utilisés dans le cadre de PIC sont des capteurs qui sont faits pour utiliser surtout pour le grand public et pour s'amuser, profiter de son sport. On peut mesurer la hauteur d'un saut, on peut mesurer la force de frappe, on mesure l'accélération, le temps passé en accélération, la vélocité, en fait, donc un certain nombre de choses, grâce aux capteurs que l'on peut mettre au niveau du pied. D'accord. Voilà. Merci. Et ces genres de données aussi peuvent être utilisés par les athlètes pour diffuser en temps réel ce type de données lors de matchs. On a pu par exemple le faire dans d'autres sports comme l'équitation ou à la finale des championnats du monde d'équitation. On a pu diffuser en temps réel les données des chevaux à la télévision en live avec la possibilité donc de pouvoir regarder les données émises par le capteur. D'accord. Merci. N'hésitez pas à lever la main, on vous donnera un micro. En attendant, on va déjà prendre les questions qui sont à l'écran. Actuellement, la première d'entre elles, c'est une remarque qu'on a souvent lorsqu'on parle de data. Les data ne vont-elles pas à l'encontre de la créativité, de la spontanéité et du hasard des faits de jeu? Merci à Julien pour cette question. Nous en avons parlé tout à l'heure avec Frédéric, et Frédéric a une réponse très pertinente sur le sujet. Je pense que cette question, elle est symptomatique de la culture française. C'est-à-dire que les datas ne sont que le résultante de ce qui est fait. Donc en fait, les datas ne viennent qu'à posteriori. Et donc, ça n'a rien à voir, la data et l'analyse de data n'a rien à voir avec la créativité et la spontanéité. La data est un moyen de comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir effectivement, si possible, améliorer en termes de performance, si on parle de performance physique, de performance, de compréhension. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et je pense que c'est cette question-là, pour ça je dis que c'est symptomatique, je pense que ça a été l'un des freins essentiels, cette réflexion, ce frein a été l'un des freins essentiels au fait qu'on est plutôt en retard aujourd'hui en France sur l'utilisation de data, parce qu'on a cette culture où le sport... c'est inné, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin ou naît en disant voilà, je vais être Messi et je vais jouer, je vais faire un arrêt extraordinaire, on en parlait, un tir extraordinaire. Certes, les sportifs de haut niveau ont des qualités innées, c'est-à-dire qu'a priori, il y a quand même, ils ont des choses que les gens lambda n'ont pas. Mais s'ils ne travaillent pas, ils ne seront jamais champions du monde, champions olympiques, ne serait-ce que champions de France, etc. Donc il y a un vrai travail qui est nécessaire. C'est-à-dire que sportif professionnel, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et dans tout métier, il est essentiel de comprendre ce qu'on fait, de travailler, d'améliorer ses points faibles, de développer ses points forts. Et on ne peut le faire que si on connaît ses points faibles et si on connaît ses points forts. Donc pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est assez symptomatique, effectivement, qu'en France, on n'a pas bien compris que le sport de haut niveau, c'était un métier. François. Je rejoins ce que dit Fred. Et en tant qu'entraîneur, puisque c'est le métier de DTN, ça ne va pas du tout à l'encontre de la créativité, c'est simplement des outils d'amélioration, d'optimisation de la performance, notamment aussi des outils d'accompagnement individuel. C'est très très fort. Aujourd'hui, il y a des clubs qui commencent à travailler beaucoup sur les états de forme, y compris au réveil, savoir si la personne a bien dormi. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai visité des clubs où sur son smartphone, la personne dit j'ai bien dormi, ça se passe bien à la maison, j'ai pas de soucis, la plomberie marche bien et tout ce que vous voulez, je suis pas malade, et il arrive au club, tout est prêt déjà pour que lui soit en situation, on parlait de professionnalisme, là on est vraiment dans, il puisse optimiser. Et l'objectif des staffs, c'est que les joueurs soient le meilleur possible pour répondre le plus possible à leurs attentes. Et on est vraiment dans l'idée de l'optimisation des potentiels. Donc nous, quand on parle de tout ça, on parle toujours d'indicateurs qui sont source de progrès et qui permettent d'évoluer. Dans le sens où on travaille actuellement sur une thèse avec vos outils, une thèse de recherche sur l'état de fatigue, la récupération, l'état de forme, ainsi de suite, qui est lié à la diététique, qui est lié au sommeil, ainsi de suite, donc avec des tas de chercheurs. Et on est parfaitement là-dedans. L'idée, c'est que l'entraîneur puisse aller le plus loin possible avec les joueurs dans le respect de leur intégrité physique et voire morale. Donc je ne crois pas que le foot changera. Et de toute façon, on le voit avec les grands clubs et les meilleurs clubs. Je pense que le spectacle n'a jamais été aussi puissant et aussi fort. Donc pourtant, on travaille de plus en plus avec ces outils-là. Oui, je vais
rajouter une chose. C'est un vrai métier d'être sportif de haut niveau et d'être sportif professionnel. On compte en général qu'à partir du moment où on a à peu près détecté quelqu'un, il faut une dizaine d'années pour le former. C'est à peu près le même temps qu'il faut pour former un chirurgien. Donc c'est un vrai métier. Et les data ne sont que le reflet de cette pertinence dans le métier, de cette excellence dans les capacités des gens. Ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils. Donc on a parlé de l'utilisation des données, effectivement, des données post-match. On a une question pendant le match. Comment, peut-être pour François qui a cette expérience d'entraîneur, comment vous utilisez ces données pendant le match et notamment pour les remplacements et pour le coaching? Pendant le match, je ne sais pas, je sais que ça joue dans certains sports, le rugby notamment, sur les états de fatigue. Je crois que c'est important. En foot, la donnée n'est pas tout à fait les mêmes. Ça dépend de l'intensité des sports et puis des besoins des joueurs parce qu'on n'est pas dans les mêmes considérations. Pendant le match, ça peut permettre d'analyser, c'est plutôt à la sortie du match, d'analyser un peu la performance du joueur. Je crois beaucoup, moi, à la notion de capteur dans la quantification du travail, c'est-à-dire dans l'entraînement, par rapport justement à ces données de match, toujours recorriger et réadapter avec des... Je crois beaucoup aux protocoles individuels, de toute façon. Je pense qu'on ne les utilise pas assez. On a tendance à faire beaucoup de collectifs en foot. Et nous, on le demande dans nos formations d'entraîneurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'idée, depuis une dizaine d'années, sur les protocoles individuels, que ce soit à la formation et même quelquefois après, que ce soit à la performance de l'équipe professionnelle. Donc je crois encore, ce sont des indicateurs qui permettent de corriger. Dans le temps du jeu, je pense qu'il y a des sports où ça peut être plus prédominant qu'en foot, parce que la sollicitation physique du joueur en foot n'est pas la même que sur certains sports. Le rugby, quand le mec il est claqué, il n'en peut plus, il peut plus avancer. En foot, c'est un peu différent. Mais ça peut jouer probablement sur les états de fatigue, voire pour la prévention des blessures. C'est un peu plus compliqué sur les stratégies, parce que là, il faut réagir vite. Et comme nous, on est toujours sur l'idée du sport interpénétré, c'est un peu plus compliqué que sur des sports qui sont plus stratégiques. Donc il faut faire vraiment un lien entre le joueur, sa performance et l'entraînement. Je crois que c'est surtout utile à ça un peu globalement, quoi, en fait. Emmanuel. Alors, effectivement, dans le rugby, les capteurs sont portés en match depuis quelques années. Après, technologiquement, le fait d'avoir en temps réel les données, en fait, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour des diverses raisons, mais les stades, c'est des milieux qui sont très compliqués en termes d'ondes électromagnétiques. Donc, en fait, c'était difficile techniquement d'avoir une donnée en live. Aujourd'hui, cette donnée en live, voilà, avec nos systèmes, nous, on l'a. Ce qui se fait dans le rugby, effectivement, c'est on regarde les chocs, par exemple. On regarde des indicateurs de fatigue. Par exemple, le temps qu'un joueur va se mettre à se relever quand il est tombé par terre, des choses comme ça. Et donc, en fait, on va avoir une liste des joueurs les plus fatigués que le coach peut regarder ou pas. Il y a des coachs qui vont dire voilà, c'est un outil, je veux le voir, c'est important pour prendre une décision. D'autres qui préfèrent garder un feeling. Donc voilà, ça c'est... Bon, je pense que ça peut évoluer, mais c'est ça aujourd'hui. Dans le foot, en fait, tout simplement, les capteurs ont été autorisés en match il y a seulement 2 mois. Donc, premièrement, et deuxièmement, les joueurs de foot sont un peu plus sensibles. Et donc, il y en a certains encore qui refusent de porter les capteurs en match parce que ça les gêne. Mais donc, il n'y a pas d'antériorité sur ce fait d'avoir une donnée live dans le football. C'est quelque chose vraiment, on est au tout début de ça. Mais un exemple, je pense que dès aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un état de la fatigue. Je vais donner un exemple sur la fatigue, par exemple. Au fur et à mesure que le match dure, on va constater une augmentation du temps de contact au sol. Donc en fait, quand le joueur est en train de courir, son pied va rester de plus en plus longtemps au sol. Il va être de plus en plus... voilà, ça c'est un marqueur de fatigue. Donc sur un match qui va durer longtemps avec des prolongations, voilà, on est capable de voir qui est le plus marqué physiquement. Donc derrière, pareil, au choix du coach d'utiliser ça ou pas. Marc-Angelo, je reviens vers vous parce que sur cette question de capteurs embarqués sur les joueurs pendant les temps de match, au football américain, notamment sur la problématique du traumatisme crânien, depuis quelques années maintenant, c'est systématique. Et est-ce que, en dehors de cette problématique du traumatisme crânien, les datas d'état physiologique, de fatigue ou de performance sont utilisées en temps réel lors des matchs de football américain?
Alors, en temps réel, pour l'état physique du joueur, c'est plus sa performance qui va déterminer s'il sort ou pas. Si tu es fatigué et que tu continues et que tu y arrives, on ne va certainement pas te retirer parce que tu nous fais gagner. Par contre, il y a une prise de conscience vraiment en NFL, et c'est venu en fait d'un procès que les joueurs ont mené contre la NFL sur les commotions cérébrales, qui fait que maintenant il y a un protocole, et à partir du moment où il y a un joueur qui met du temps à se relever suite à un choc à la tête, il est obligé de passer par le protocole. Et c'est un protocole indépendant parce que pour avoir plus d'objectivité. Et ça, on le voit cette année, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne voit plus au cours de match revenir. Ensuite, il y a une perception au football américain où le joueur, quand il arrive, il doit être prêt. Quand on arrive en camp, on doit être prêt. Ce n'est pas dans le camp qu'on va se mettre en forme. C'est le joueur qui prend son préparateur, qui fait son travail en dehors de la saison, mais c'est aidé par le fait qu'on a une saison de 6 mois. Donc le joueur fait son travail en dehors de la saison, et quand il arrive au camp, quand il arrive sur les matchs, il doit être prêt. S'il n'est pas prêt, la sanction elle sera forcément financière ou en termes de jeu, où il ne sera pas sur le terrain. Mais c'est quelque chose qui est perçu comme prépare-toi individuellement. Il y a un préparateur physique qui va t'aider, qui va t'accompagner, mais nous, on va, en termes de coaching staff, le coaching staff va se concentrer surtout sur l'aspect tactique et l'aspect technique. Après, la cohésion du groupe aussi. Mais sur la préparation du joueur, la majorité des joueurs ont des contrats avec des salles de préparation ou bien des fois des instituts médicaux où ils se préparent tout seuls. Merci. Romuald, d'autres questions ou Alors, le temps. J'ai la casquette aussi de gardien du temps. Désolé, on va respecter le timing. Il y a beaucoup de questions très intéressantes qui arrivent sur cette petite tablette. Je vous propose de nous limiter aux 3 dernières qui figurent aujourd'hui à l'écran. Et quoi qu'il arrive, nos intervenants seront là après pour échanger avec vous. Donc, ne le prenez pas mal si on a dû les refuser. Mais première question qui apparaît. Est-ce que vous constatez des différences entre les entraînements et les matchs? Et si oui, de quel ordre et comment vous l'expliqueriez? Ouais, je peux répondre peut-être. Donc c'est évident. Après, de quel ordre, c'est multiple. Mais je pense qu'il y a une dimension qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est la dimension mentale et la gestion des émotions. Savoir que vous avez des joueurs qui sont très très forts à l'entraînement et lorsqu'ils sont en situation de stress un peu exagéré ou amplifié automatiquement, ils ont beaucoup de mal. Après, vous avez l'inverse aussi, des joueurs qui se gèrent très bien à l'entraînement et qui sont capables d'exploser en match. Mais c'est vrai que les entraîneurs se posent toujours la question, celui-là, Fred en parlait dans le cadre de la détection, de joueurs hyper talentueux que l'on voit, qui sont incapables de s'exprimer en match. Donc il y a d'autres aspects, et les aspects mentaux ont probablement aujourd'hui devront avoir une part grandissante dans l'approche que l'on a des joueurs. Je vais lire la question suivante, Romuald, si tu veux. Okay. L'influence de l'émergence des jeux vidéo sur les datas, basés sur les datas, sur le football professionnel. Est-ce que vous travaillez avec des éditeurs ? Frédéric, est-ce qu'à Lille, on s'est intéressé aux jeux vidéo basés sur les datas, et est-ce qu'on a travaillé avec les éditeurs ? Non, absolument pas. Je pense que les jeux vidéo comme les livres de science-fiction en leur temps je pense, ont été un point de départ en fait de cette notion de quantification, de modélisation. Parce qu'en fait, c'est vrai que la première modélisation, en fait, c'est les jeux vidéo. En tout cas, moi, de mémoire en France, voilà, on le dit tout à l'heure, il y a eu Amisco avec la vidéo, mais la première modélisation de l'activité du sport, en fait, il y a des jeux vidéo, enfin, c'est comme ça que j'analyse. Mais par contre, on n'a jamais travaillé avec, parce qu'après, ça n'est qu'une modélisation de jeu, et voilà. Mais tout à l'heure, en venant ici, je suis passé à la Fnac, je fais une parenthèse, mais c'est ça, j'ai vu une vidéo d'un jeu vidéo, enfin une vidéo d'un vidéo, j'ai pensé que c'était un film. Donc ça veut dire que tout évolue en termes de data, de précision, etc. Donc effectivement, on peut imaginer que les jeux vidéo sont en capacité aujourd'hui à avoir une matérialisation, une modélisation proche de la réalité. François. Moi, je vais être bref. D'abord, je vais être un peu ironique. Je pense que ça mange surtout le sommeil des joueurs et que c'est très dangereux, surtout chez les jeunes, on le voit. Donc il faut supprimer de temps en temps les outils. Je rejoins ce que dit Fred, c'est qu'aujourd'hui, ce que produisent les jeux vidéo peuvent nous servir comme outil pédagogique.
Donc c'est très net. Donc à la limite, on peut faire de la démonstration de séquences par les jeux vidéo. On a déjà des logiciels qui nous sont proposés, que l'on peut construire et dans lesquels on se rapproche de plus en plus de quelque chose qui ressemble à la réalité. Je voudrais juste faire réflexion, parce que je suis un peu ancien maintenant dans le système. Je ne sais pas si les jeux vidéo nous apporteront la même chose, mais la télé et la dimension du football à la télé, c'est le fait qu'il y ait des matchs tout le temps, tous les jours, hein, c'est important, amène chez les joueurs la recherche de ressembler aux beaux joueurs, aux grands joueurs, et par mimétisme, ils se permettent de rechercher des progressions techniques. Ça veut dire on a des joueurs, ils vont chercher à faire ce que fait Messi, ce que fait un tel ou un tel, et nous on s'aperçoit qu'aujourd'hui les joueurs à 14-15 ans, les bons joueurs savent déjà tout faire avec un ballon, y compris ce que font les meilleurs des pros, pas parce qu'ils apprennent à l'entraînement, parce que l'entraîneur là peut pas leur appeler, c'est vraiment quelque chose, mais parce qu'ils ont expérimenté, parce que ça leur plaît. Donc ils se sont beaucoup appuyés sur la télé, peut-être qu'à un moment on ira plus loin avec les jeux vidéo en faisant des choses qui n'ont jamais été faites, enfin là on n'en est pas là. Pourquoi pas. Et on va terminer donc par cette question. Bientôt des paris sportifs interactifs par les fans sur la performance sportive en quasi-live. L'intégration prochaine dans les matchs TV de football d'un modèle Fan Boost à l'instar de la Formule E, Formule 1 électrique. Oui. Ouais, alors, donc, comme je disais, le fait d'avoir de la donnée en live pendant un match, en fait, c'est tout nouveau. Donc effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Nous, aujourd'hui, McLeod, en tant qu'entreprise qui met des capteurs sur les joueurs, on commence à discuter avec des chaînes de télévision, par exemple, que je ne citerai pas, pour justement fournir une partie des données, une donnée qui n'est pas jugée stratégique par l'équipe, et la donner aux spectateurs en direct. Par exemple, on peut avoir, je sais pas, au rugby, ce serait un choc entre deux joueurs, on verrait l'impact. On peut penser sur un tir de penalty, voir les battements cardiaques du joueur ou des choses comme ça, un peu spectacle. Et donc, s'il y a de la donnée qui sort du terrain en live, forcément, elle peut aussi aller sur les plateformes de paris et donner lieu à de la spéculation sur qui va être le prochain joueur à dépasser les 30 km/h, je ne sais quoi. Voilà. Technologiquement, ça devient possible tout juste en ce moment. Et donc je pense que ça va arriver, mais ça va être un peu de temps à arriver jusqu'aux écrans des téléspectateurs. Mais... Alors là-dessus, c'est vachement sensible, parce que justement, c'est un peu donner des données médicales des joueurs. Donc par rapport au pari, c'est sensible. Au football américain, on a la fantasy, le jeu de fantasy. Et ça, c'est très populaire. Et on a eu un exemple il y a 2 semaines, je crois, où il y avait un joueur qui était blessé, qui a quand même été aligné, mais qui n'a pas joué. Parce qu'il y a une caractéristique au football américain, c'est que vous pouvez être sur le banc de touche, vous rentrez quand vous voulez. Donc il a été activé, mais il est resté sur le banc de touche. Et il y a eu des plaintes incroyables envers l'entraîneur de l'équipe, qui l'a mis sur la feuille de match, mais qui ne l'a pas fait jouer. Et la NFL a été obligée de sortir un communiqué en disant « Attention, c'est la sécurité et la santé du joueur qui est important ». Donc si l'entraîneur a décidé de ne pas faire jouer ce joueur, c'était pour des bonnes raisons et vous ne pouvez pas le critiquer là-dessus. Donc attention aux données médicales en live. C'est intéressant, je m'excuse, mais j'ai une anecdote qu'on a vécue nous à Lille. On a reçu un jour une plainte d'un spectateur, d'une personne lambda, qui a porté plainte et qui a fait un appel à avocat, qui nous a reproché d'avoir perdu un match et donc d'avoir perdu de l'argent au pari sportif. Mais c'est quelque chose d'autre. Donc on a dû faire appel à notre avocat, il y a eu une procédure judiciaire parce que je pense qu'il avait eu 6 ou 5 ou 6 numéros, je ne sais pas comment ça marche. Et donc sur ce truc-là, il n'avait pas parié le bon truc. Et donc il a porté plainte contre nous parce qu'on avait perdu le match. Donc voilà, c'est une anecdote parce que ça peut mener où, mais effectivement on est toujours, dans le lien entre le spectacle le spectacle amène ce genre de considération là, mais on peut arriver à n'importe quoi, mais c'est possible. Ouais. Exactement, la technologie, c'est beaucoup de bonnes choses, mais parfois des petites choses à la marge qui peuvent être
un peu dérangeante ou un peu problématique. Romuald, je pense que nous avons terminé parce qu'on a dû dépasser le temps, c'est ça? C'est la mi-temps. C'est la Effectivement, je vous propose 10 minutes de pause. Il y aura un petit sifflet qui vous rappellera aussi comment ça se passe en match pour revenir dans la salle doucement. Merci à la salle pour vos questions. Désolé à celles qui n'ont pas été retransmises. Et surtout, merci à François, Emmanuel, Frédéric et Marc-Angelo et surtout Samuel, du coup, modérateur, pour l'animation de cet atelier.